Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, comme tous les lundis, on se retrouve pour Point, avec Gabriel qui est de retour. Salut. Ça va Gabriel ? Ça va et toi ? Sans PO, cette fois, on alterne. Une fois c'est toi, une fois c'est lui qui est pas là, on change tout le temps. Et ce soir on reçoit Wael, comment tu vas ? Très très bien, merci à vous de m'accueillir. Merci à toi de venir. Avec plaisir. De venir. Comment tu vas Wael ? Écoute, ça va super, en forme, content d'être avec vous et puis la curiosité de savoir de quoi on va parler là. Je suis un grand blablateur, moi, faut le savoir. Oh, Eh bien, c'est parfait, c'est le principe de l'émission. On va parler de toi. Ce soir, tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Tu vis entre projets personnels, spectacles musicaux et grandes scènes partout en France. Mais avant les Zéniths, avant The Voice, avant Disney, les comédies musicales, il y a aussi Beauvais, l'Oise, et une série de choix forts. On va parler de ton parcours, des risques que tu prends ou que tu as pris, de ton indépendance et que ça implique vraiment d'oser vivre de ses rêves. On y va ? Quelle intro. Est-ce que tu... T'as vu un peu ? Ouais, stylé, hein ? C'est comme ça qu'on... Tu t'améliores. Merci, c'est gentil. Arrête. Est-ce que tu peux te présenter, Wael, avec tes mots à toi, s'il te plaît ? Ok, eh ben écoute, je m'appelle Wael et je suis quelqu'un qui essaie de faire en sorte que quand les gens le rencontrent, ils se sentent exister et vivants. D'accord. Et ça traverse tout, genre dans mon quotidien ou dans ma casquette de chanteur. Et puis voilà, pour être un peu plus conventionnel, je suis chanteur. Je fais un peu d'événementiel, du spectacle musical et de la création. Et voilà, et cette année 2026, ça va être vraiment beaucoup axé création et tourné avec un spectacle musical. Donc beaucoup de choses en perspective pour 2026. Yes. Beaucoup de projets. Aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds précisément ? Est-ce que c'est plutôt justement chanteur, auteur, compositeur ? Est-ce que tu fais vraiment tout en tant qu'indépendant ? Comment tu peux vraiment développer sur cette idée pour quelqu'un qui ne comprend pas ton quotidien ? Tout va graviter autour de la musique dans mes activités aujourd'hui. D'accord. Donc en général, je dis que je suis chanteur pour être le plus généraliste possible. Et après, quand les gens ont un peu plus de curiosité, parce que souvent, ça suscite de la curiosité de se dire « Ah ouais, t'es chanteur, etc. Qu'est-ce que tu fais ?» Du coup, je rentre un petit peu plus dans le détail. La priorité pour moi, ça reste quand même la composition et la création. Mais pour vivre de la musique aujourd'hui, quand t'es indépendant, quand t'es pas signé en major, quand voilà, tu vends pas des millions de disques et tu fais pas des millions de streams, il faut multiplier un petit peu ses casquettes et ses activités. Et c'est pour ça que du coup, je fais que des choses que j'aime et j'en suis extrêmement reconnaissant parce que ça c'est une chance de ouf quand même. Bien sûr. De vivre que de choses que tu kiffes faire au quotidien quoi. Donc j'écris, je compose, donc je fais beaucoup de studios, beaucoup d'enregistrements et tout ce qui gravite autour et en parallèle de ça du coup j'explique que je fais du spectacle musical, notamment avec Black Legend avec lesquels on va en tourner en 2026. Spectacle de mon cœur. Et à côté de ça, je fais un peu d'événementiel. On va dire que si je devais hiérarchiser les trois, c'est genre compo en mode priorité, en second lieu, en second temps, la comédie musicale, le spectacle musical, et puis dans une troisième position, l'événementiel, de la soirée privée. Ok, d'accord. Donc t'arrives à trouver un certain équilibre entre tout ça, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Non mais est-ce que tu arrives à... T'en as qui prend plus de place que d'autres, forcément, mais tu arrives à te retrouver justement dans tout ça, tout ça te plaît au final, globalement, quoi. Tout ça me fait kiffer globalement. Voilà. J'aimerais un autre équilibre. Clairement, j'aimerais que ma compo me fasse vivre. Oui, non, mais c'est ça, bien sûr. Et ça dépend des périodes. Tu sais, t'as des périodes où t'es genre en saison de contrat, de spectacle musical, et du coup, ça prend genre tout, c'est full time. Entre les répétitions, les raccords, les shows en eux-mêmes, etc. Ça te prend vraiment beaucoup de ton temps quand t'es en saison. Ouais. Donc, du coup, là, ça prend le dessus sur le reste. Parfois, t'as des saisons d'événementiel qui sont beaucoup plus proéminentes que le reste. Et du coup, ça prend le dessus. Malheureusement, la compo ne prend jamais le dessus pour l'instant, mais un jour, bien sûr. Ça viendra. Après, c'est en fonction de ton investissement et de la réussite que ça va procurer, de l'accueil des gens, etc. Et puis, j'ai jamais rien sorti. Donc, en même temps, je peux pas me plaindre que pour l'instant, il n'y a pas de... Ça arrive. C'est un projet. Yes. Okay. On va suivre ça de très près. On reparlera de ça un petit peu après. D'abord, on va revenir sur ton parcours un peu plus en détail. Donc, tu as grandi à Beauvais,
donc pas très loin d'ici, pas très loin d'Épinès, Exact. dans l'Oise. C'était comment de grandir ici, dans l'Oise? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à l'Oise avant de d'abord partir un peu partout? Est-ce que justement partir dans toute la France, maintenant, aujourd'hui, ça te fait quelque chose de revenir ici? Il y a une vraie attache affective à l'endroit où tu as grandi, à l'endroit où tu as vécu toutes tes premières fois, à l'endroit où tu as tes potes d'enfance, ta famille, etc. Forcément, j'ai une grosse attache affective à Beauvais et à l'Oise de manière générale. Pour avoir beaucoup expérimenté Paris et la région parisienne, c'est toujours un grand bonheur de revenir à Beauvais et dans l'Oise parce que c'est calme, c'est paisible, il y a de la verdure, il y a des arbres, sans avoir à être junkie avec des seringues et des bouteilles d'alcool à ses pieds, comme on peut en trouver dans tous les spots un petit peu verts parisiens. Donc ça fait vraiment du bien, personnellement. Mais il y a d'autres endroits en France qui sont quand même plutôt très beaux. Bien sûr. Hein. C'est plutôt une question d'attache aussi. Mais ouais, grosse attache affective. Grosse attache affective. Donc tu as commencé toutes tes expériences musicales ici. Tu as aussi travaillé dans l'éducation nationale avant tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être, ou est-ce que tu veux qu'on écourte, mais on peut en parler Carrément, écoute, pour être honnête, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais gosse. C'était genre mon métier de rêve. Okay. Je voulais être professeur des écoles. J'ai toujours eu un gros kiff par rapport à ça. Et avec la maturité et l'expérience aujourd'hui, je pense que je me suis pas autorisé à rêver d'être chanteur. D'accord. Mais je pense qu'au fond de moi, c'était vraiment là, tu vois. Oui, mais il y a un truc qui faisait que c'était genre inaccessible, et comme ça faisait pas partie du champ des possibles pour moi à l'époque, je l'ai jamais envisagé sérieusement comme un métier demain, tu vois. Et du coup, je suis super content d'avoir été prof parce que c'était une expérience de ouf. Les 2 dernières années, honnêtement, sans vouloir faire le mec pathos, elles ont été douloureuses. C'était pas facile parce que c'était vraiment l'année où j'étais en grosse dualité, gros conflit intérieur de mec, tu sais très bien qu'au fond de toi, ce qui brûle, c'est la musique. Soit tu fais le choix d'étouffer ce truc-là, ce désir-là, et puis tu prends le risque d'être un peu malheureux quand même sur le reste de ta vie. Alors que j'adorais mon métier de prof, tu vois. Soit du coup tu prends les décisions qui te semblent les plus intelligentes pour toi, et voilà, j'ai pris la décision de dire au revoir à quelque chose que j'adorais pour quelque chose que j'aime encore plus. Ouais, c'est ça. C'était un peu une question de rêve et de réalité, quoi, au départ. Complètement. Et t'en as pris conscience à quel moment que tu voulais faire que de la musique? J'en ai pris conscience. Alors, quand j'étais professeur des écoles, j'avais déjà une petite activité qui était purement secondaire, mais je commençais déjà à gagner un petit peu une partie de ma vie avec ça, et j'avais absolument pas l'ambition d'en faire un truc à temps plein, tu vois. Moi, j'étais parti de me dire, je vais faire mes 40 années dans l'éducation nationale, et à côté de ça, je ferai ma petite musique le week-end, et c'est très cool. Il y a l'épisode The Voice qui est venu et qui a vraiment tout changé, très clairement, parce qu'en fait, l'exposition que j'ai eue avec The Voice m'a fait prendre conscience que j'avais un profil professionnalisable dont j'avais absolument pas conscience. D'accord. Mais vraiment pas une seule seconde, je me suis dit, il y a des professionnels à l'échelle nationale qui vont se dire, ok, ce gars-là, je veux bosser avec, tu vois. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Et en fait, cette prise de conscience-là, elle a rebattu les cartes de ouf. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais, si je voulais, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des signaux qui me laissaient entendre que, en fait, avec le niveau que tu as actuellement, tu peux prétendre à des choses vraiment professionnelles. Okay. Et à partir de là, dans ma tête, ça a switché. C'était. Et t'as pris des cours de chant? T'as fait quelque chose? Ouais. J'ai pris des cours de chant quand même à un moment donné dans ma vie, de manière épisodique. Aujourd'hui, j'en prends tout le temps parce que franchement, ça s'entretient. Quand tu fais ça tout le temps, si t'entretiens pas ton instrument, c'est chaud. Mais ouais, je me suis formé. Je suis passé par le conservatoire Eustache du Corroy à Beauvais. D'accord. C'était les premiers cours de chant que j'ai eu dans ma vie. Grâce à une prof de musique de collège qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui s'appelle Julie Barboteau. Si tu entends cette interview, je te fais des cœurs, je sais plus c'est quelle caméra, mais bisous. Et du coup, grâce à elle, j'ai intégré le conservatoire et j'ai fait 3 ans de cours de chant en musique actuelle. C'était trop cool, j'ai kiffé. Et après, ça c'était pendant que j'étais encore prof. Et après, j'ai eu une coach sur Amiens, donc on reste toujours dans la Picardie, tu vois. Patricia Murtas, shout out to you, bisous. Je sais pas si elle va voir ça, mais bref. Et ensuite, du coup, il y a eu The Voice et je suis parti chercher des gens sur Paris pour une dimension un peu, entre guillemets, plus
plus spectacle, comédie musicale et axé pro, quoi. Ouais. Bah, Donc The Voice, c'est vraiment le coup de boost qui te fait te dire que c'est possible, en gros. Complètement, carrément. C'est vraiment l'élément déclencheur, en fait. D'accord. Vraiment l'élément déclencheur. Et comment tu y arrives à The Voice, justement? Est-ce que c'est eux qui te repèrent quelque part, ou est-ce que c'est toi qui te diriges vers cette envie d'essayer? C'est en 2021 que ça se passe? C'est en 2021 que ça se passe et je me souviens très bien de comment ça s'est passé. J'étais allé à un open mic, une scène ouverte sur Paris, qui s'appelle l'Orphée. Et c'est un open mic qui est pas mal fréquenté par des artistes parisiens, plus ou moins connus, etc. Il s'avère que le soir où j'y étais, il y avait quelqu'un d'un peu connu quand même qui s'appelle Slimane. Ah bah oui. D'accord. Voilà. Qui était là. Et je me souviens que j'avais fait une vidéo où j'avais chanté justement Georgia on My Mind, la chanson que j'ai chantée aux auditions à l'aveugle. Donc j'avais chanté ça pour le kiff et il avait kiffé. Et puis moi, comme je sais comment les réseaux fonctionnent, j'ai fait un petit titre putaclic en mode « Ah, quand tu chantes devant Slimane, tatati tatata ». Cette vidéo-là, là, un petit peu, vraiment pas grand-chose à la tourner, mais auprès des bonnes personnes. Ok. Et du coup, j'ai Sarah Berchaud, qui est une chargée de casting de The Voice, qui a vu cette vidéo et qui m'a dit gros, t'es chaud pour The Voice? Et moi, j'étais en mode, bah ouais, en vrai. Donc, on fait comment? Bien sûr. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et j'ai passé les auditions, les différentes étapes. Et je me suis retrouvé sur le plateau de TF1 quelques semaines plus tard, quoi. Et est-ce que quand cette personne t'appelle, justement, est-ce qu'il y a une appréhension au départ? Comment tu appréhendes ça? Alors, pas spécialement d'appréhension parce que c'est arrivé à une période de ma vie où j'avais acquis, entre guillemets, une certaine maturité, où j'avais déjà passé un certain nombre de castings, etc. Et où j'idéalisais plus The Voice comme j'aurais pu le faire si j'avais 20 ans, tu vois. Ok. J'avais 27 ans quand j'ai fait The Voice. Et j'avais déjà par moi-même essayé de faire The Voice, j'avais déjà postulé par moi-même dans les années précédentes. J'avais déjà eu l'opportunité de passer plusieurs étapes de casting, etc. Et c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, t'es un petit peu vacciné, tu te dis bon bah j'avais un petit peu abandonné l'idée des télécrochets, je me suis dit bon bah je vais faire mon parcours autrement. J'ai pas le profil pour ces trucs-là et c'est ok. Et puis voilà, je passe à autre chose et puis il y a d'autres chemins, tu vois. Et c'est vrai que quand elle s'est présentée à moi, j'étais pas hyper excité, j'étais surtout en mode fais-moi comprendre qu'il y a une vraie possibilité que je le fasse parce que je vais pas me rengager dans un processus de 6 étapes de casting pour qu'à la fin on me dise tiens Ouais, t'as c'est pas sûr. le profil, flemme, plus à mon âge, plus avec ce que j'ai déjà passé, ce que j'ai déjà vécu et tout. Évidemment elle ne m'a rien garanti parce que rien n'est garanti d'avance, Évidemment. elle m'a absolument rien promis. Mais j'ai pris le risque de me dire vas-y cette année je le sens bien, j'y vais avec une approche complètement différente que les fois précédentes, donc let's go. Et ça s'est passé Et ça s'est plutôt bien passé. plutôt pas mal. Ouais, très C'était très cool. C'était une opportunité de zinzin en fait. Non, grosse opportunité, c'est plus gros. Pour un chanteur aujourd'hui en France, aujourd'hui il y a la Starac qui a repris le dessus, Oui. très clairement. Ces 3-4 dernières années, vraiment la Starac, ils ont vraiment repris le dessus en termes d'audimat et tout. Mais The Voice, ça reste une vitrine crédible pour Oui. un chanteur, tu vois. On te catégorise pas dans un endroit où ça peut te desservir professionnellement. Bien Au sûr. contraire, quand t'as l'étiquette The Voice, ça dépend des espaces, hein. Il y a des espaces vraiment où ils sont anti-télé et bah, tu prends le risque de te dire, bah, tant pis, j'ai l'étiquette The Voice, ça va pas me jouer en ma faveur. Mais de manière générale, c'est un gage de qualité, c'est une vitrine de fou malade. Clairement, hein. Je veux bien le croire. Est-ce que ça a changé le regard des autres sur toi? Déjà professionnellement, tu nous as dit que oui, parce que ça t'a ouvert un peu des portes et des opportunités peut-être différentes. Mais le regard des gens que tu croises, des gens qui te connaissent ou pas d'ailleurs, est-ce que des gens te reconnaissent par exemple, ou même Ouais. dans ton entourage proche ou un peu plus lointain? Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que même aujourd'hui, alors que ça fait 5 ans bientôt, par exemple, il y a combien de temps? Il y a à peu près 3 semaines, hein. 3 semaines, devant la gare Saint-Lazare, en plein Paris, passage piéton, full à droite, full à gauche, vraiment. Moi, je suis là, je fais ma life normale, tu vois, je suis dans la rue, je marche, quoi. Ok. Et sur le passage piéton, je traverse, et il y a un inconnu qui m'arrête et qui me serre la main et qui me fait « Excellente, hein, votre performance sur The Voice, hein. » Dinguerie. Et what? Et le mec trace et il finit sa journée. Je dis mais incroyable, bah, merci monsieur. Et je me retourne en mode
c'est ouf qu'il y ait des gens comme ça que t'es impacté 5 ans après, qui se 5 ans rappellent. après et qui te réidentifient comme ça quand ils te croisent en plein Paris au milieu de tout le monde, tu vois. C'est génial. Donc ouais, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf. Est-ce que tu referais un télécrochet, par exemple, là, si tu en avais l'opportunité ou Oui, ça dépend quoi, ça dépend où, mais on ouais, prend la carrément. Star Academy, par exemple, qui a pris un peu le dessus Alors, la Star aujourd'hui. Academy, Est-ce que c'est possible pour toi à ton âge déjà? Est-ce que Non. c'est possible? Non, c'est trop tard. Déjà, j'en suis plus au stade de je veux apprendre, et la Star Academy, Ok. c'est une école. Ok. Tu vois, clairement. Après, en termes d'exposition, ce serait génial, il n'y a pas à dire. Mais j'ai plus l'âge des coachs des élèves de la Starac, tu vois, Ok, genre les d'accord. Fanny, les répétitrices, etc. C'est plus des meufs de ma génération et de mon profil, entre guillemets, que les candidats. Est-ce que Mais- tu pourrais pas être appelé pour être coach, peut-être aussi, par exemple? Écoute, pourquoi pas? Peut-être. En tout cas, ce C'est serait une génial expérience aussi. hyper stylée. Oui, grave. Vraiment. On te verrait coacher les futurs talents. Ah, Ou même j'adorerais. la France a un incroyable talent, je sais pas, il y en a plusieurs, je pense, des télécrochets Franchement- qui pourraient te donner de la visibilité encore un peu plus, peut-être. Un télécrochet qui pourrait me faire envie, ce serait un télécrochet axé chant, mais à l'étranger. À l'étranger aussi, oui, Ouais, bien sûr. Ça me ferait grave kiffer. Et pourquoi pas, je ferme carrément pas la porte à ce genre d'opportunité. Mais incroyable talent, moi je suis toujours un peu fâché contre les chanteurs qui y vont parce que je suis en mode, hé les gars, on a suffisamment de télécrochets pour nous. Tu vois, Ouais, c'est vrai. incroyable talent, laissez les gens qui ont d'autres talents. D'accord. Ils ont une émission pour se mettre en avant. Pour Oui. tous les autres, laissez-leur s'il vous plaît. Et vous, allez vous batailler pour essayer de faire The Voice, Ouais, Starac, toutes les autres choses, tu vois. Mais je comprends, faut quand même représenter le chant dans un concours de talent, bien C'est sûr. ça, bien ça reste sûr. un talent. Et puis surtout que ça a l'air d'être une galère de faire The Voice. Oui. Autant essayer incroyable talent. Hein. Oui, c'est sûr que si les portes sont plus ouvertes ou que t'es repéré quelque part, tu C'est vrai, saisis hein. Tant tu pis. saisis ta chance. C'est vrai, carrément. Chacun pour soi. Après The Voice, comment les choses s'enchaînent? Comment tu continues derrière? Déjà, est-ce que c'est une pression qui redescend? Est-ce qu'il y a quelque chose? Des retombées? Plus d'appels au téléphone? Plus d'opportunités directement? Comment ça se passe? Là, après The Voice, ouais, il y a eu. Faut savoir que moi, j'ai fait partie d'une saison Covid, presque post-Covid. D'accord. Donc, c'est une saison qui est extrêmement frustrante. Parce Ok. qu'il y a beaucoup d'opportunités qui ont été avortées à cause du confinement, Bien sûr. à cause d'impossibilités de quitter le territoire, etc. Moi, par exemple, l'une des premières opportunités assez folles qui s'est présentée à moi, mais dès la sortie de The Voice, c'est un premier rôle pour une comédie musicale française qui devait aller se jouer à Shanghai. D'accord. Et j'étais en mode « Ah !» Moi, je veux bien passer de l'école Philippe Cousteau du quartier Saint-Jean-de-Beauvais à la grosse Culture Square, grosse salle de spectacle de Shanghai, machin. Donc, c'était signé, booké, tout ça, machin. On te veut, je rencontre les producteurs, etc. On fait des essais. C'est bon, c'est sûr, c'est confirmé. On te veut, c'est toi et tout. Ok, trop bien. Et j'attends. Et j'attends. Et premier renouvellement, ouais, on a un décalage du coup de 6 mois parce que Covid, tout ça. Et la Chine a été le dernier pays à se déconfiner. Ouais. Donc en fait, le projet il a complètement été abandonné jusqu'à peut-être un jour reprendre. Hein. Je suis pas à l'abri d'aller à Shanghai un jour, mais C'est sûr. mais depuis le temps non. Mais ouais, sinon ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Mais je suis rentré du coup dans cette période vraiment difficile de retour à la réalité et à une réalité avec laquelle je me sentais plus aligné. C'était vraiment vraiment compliqué. Et en plus, je me suis toujours juré quand j'étais enseignant que je ne et d'ailleurs, c'est un appel à tous les enseignants qui entendront ça. Ne restez pas si vous vous sentez plus bien, parce que vous devenez maltraitant malgré vous et vous avez des enfants en Ouais, responsabilité. c'est ça. Et moi, c'est un des premiers trucs que je me suis dit en m'engageant dans ce métier. C'est que je me suis dit, le jour où je me sens plus à ma place, dans ce job-là, ou voilà, pour une raison X ou Y, je me barre et je fais autre chose, quelle que soit cette autre chose, parce qu'il est hors de question que je devienne maltraitant. Ils ont rien demandé, les gosses qui sont là. On les oblige à aller à l'école. Ils sont bien sympas déjà C'est de... Et puis c'est là que la D'être vie se là. fait aussi. C'est là qu'ils se construisent. Exactement. C'est là qu'ils ont besoin surtout. Et on est l'enseignant, c'est tellement un référent majeur après les parents, limite, c'est lui qui vient, tu vois. En tant que Ouais. modèle pour un enfant, c'est très souvent les adultes avec qui ils passent le plus de temps, en vrai. T'as des gamins de 7h du matin à 19h, ils sont pas avec leurs parents. Parce que Ouais. leurs parents, ils vont bosser, ils mettent leurs gamins en périscolaire, après ils vont à l'école, après ils vont au centre, et après ils rentrent, ils mangent la douche dodo. Donc ils passent Ça, limite c'est- plus de ouais. temps avec les profs et le reste des adultes que ça. Donc voilà. Et du coup, j'avais peur. Franchement, j'avais peur de me dire...
de devenir maltraitant. Et je pense que j'en suis arrivé à un stade de presque burn-out et je suis pas allé bosser pendant 2 mois. Hein. Ok. 2 mois complets. Heureusement que j'avais un médecin qui était compréhensif et des collègues et une équipe qui était compréhensive aussi. Parce que c'est vraiment les 2 mois où j'ai pris les décisions majeures, où vraiment j'ai eu le temps de réfléchir et de comprendre et de conscientiser qu'en fait mon corps me disait gros stop là, moi je peux plus, faut que tu t'arrêtes, tu vois. Vraiment c'était physiologique, genre mon corps ne voulait plus, c'était un truc de ouf. Et on est combien de temps après là, quand tu as un peu ce déclic, ce burn-out? 1 an et demi à peine. 1 an et demi. J'ai tenu la fin de l'année scolaire. Et c'était assez facile, entre guillemets. La rentrée de derrière, je pensais ne pas la faire parce que, comme je vous le disais avant, j'aurais dû partir. Donc ça a été très difficile pour moi de me dire, en fait, je vais la faire, cette rentrée. Oui. Donc cette nouvelle année scolaire, elle a été dure à accepter. Très, 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 très dure à accepter. Et puis voilà. Quelques mois après cette rentrée-là, je crois que mon premier passage de Voice, c'était genre février. Donc février à juin, tout allait bien, normal, c'était cool, la vie est belle. Septembre, la reprise, ça a été difficile et j'ai presque envie de dire, courant février suivant, j'étais dans le mal, hein. Vraiment. Okay. J'en ris là parce qu'il y a du recul et il y a du... Mais vraiment, j'étais pas bien. Est-ce que tu penses que du coup, c'est émotionnellement ce coup de boost qui d'un côté te fait te dire aussi, il y a ça qui est possible? C'est ce dilemme en fait. Ce dilemme qui te prend la tête le plus. Quoi, c'est ce truc de le cœur ou la raison quoi. Voilà. Et en plus c'est pas si simple que ça, c'est pas aussi manichéen, c'est pas aussi binaire que ça, tu vois. Il y a du cœur dans les deux. Moi c'était un vrai métier de cœur l'enseignement, mais c'est vrai que raisonnablement tu te dis c'est beaucoup plus safe d'être fonctionnaire d'État et de se dire c'est bon, j'ai la stabilité et puis je vais dérouler ma vie de manière hyper sereine, tu vois. Mais à côté, t'avais ce truc, mais genre, quand je vous dis, ça brûlait à l'intérieur. C'était un truc de ouf. Je refusais en fait de me dire que je vais vivre cette expérience qu'est la vie avec des regrets potentiels en arrivant au bout de ma vie. J'ai vu beaucoup trop de gens malheureux en fin de carrière, arriver à un certain âge, etc. Et je refuse d'être ça. Je refuse d'arriver à un certain âge et de me dire putain gros t'avais ces opportunités-là, tu les as pas saisies. Pourquoi? Une pseudo-sécurité de l'emploi. Flemme. C'est ça. Vraiment. Et donc là, à cette période, tu décides d'arrêter totalement alors? Je décide j'ai presque envie de dire que l'institution m'a poussé à arrêter totalement. Okay. Parce qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était ce qu'on appelle une disponibilité. C'est un moyen qui te permet de mettre en stand-by ton contrat avec l'éducation nationale pour essayer une autre activité. Okay. Ça fait partie des droits des fonctionnaires en général. Hein. Tu peux te dire, ok, je demande à mon employeur de me mettre en stand-by. T'es pas payé, rien du tout, évidemment, mais tu perds pas ton statut de fonctionnaire. Tu peux reprendre ta carrière si ton projet fonctionne pas derrière, etc., etc. Donc j'ai demandé ça. On m'a dit non, on est en sous-effectif, machin. J'étais en mode mettez les sous, comme ça vous allez recruter plein de gens. Mais vous voulez pas mettre les sous, donc vous pouvez pas recruter plein de gens. Bref. C'est un autre problème. C'est un autre sujet qu'on pourra traiter hors antenne. mais du coup, donc on m'a refusé ça. Après, préparez-vous parce que je pense qu'il y a un truc qui va vous surprendre. Je demande une rupture conventionnelle. Ok, ça, je comprends qu'on me l'accepte. Qu'on me la refuse, pardon. D'accord. Parce qu'on est 2 à devoir dire oui pour que ça fonctionne, une rupture conventionnelle. Il me reste un autre choix que j'étais prêt à faire, la démission. Eh bien, figurez-vous que dans l'éducation nationale, ça c'est hilarant, la démission est soumise à la validation de ta hiérarchie. Ah, on doit valider ta On doit te dire, ok, tu peux partir. Donc je suis en mode, mais quelle est la différence avec la rupture conventionnelle, les gars? Moi, je veux partir. Et du coup, pour être très transparent avec vous... Mais c'est ouf. Parce que je suis un peu culotté sur les bords. Surtout quand je prends des décisions qui me concernent. Il y a personne sur Terre qui va me dire quoi faire de mon temps de vie et qui va me dire quoi faire de ma vie. Mais vraiment personne. Et donc, je pose ma démission. Je demande ma démission. Attention, les mots sont importants. On me décline cette liberté de faire ce que je veux de mon temps de vie. Et je fais, que nenni, messieurs, dames. Ceci n'est pas possible. Donc, je vais voir mon directeur. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas possible. Oui, c'est comme ça, c'est soumis à validation, etc. Je lui dis, ok, je comprends, toi tu peux rien faire, mais du coup, qui est décisionnaire de ça? L'inspectrice. Je lui dis, ok, t'as son numéro? Oui, donne-moi son numéro s'il te plaît. Et là, je téléphone à l'inspectrice, je dis, bonjour madame Bip Bip. Je comprends pas parce que... Pardon.
T'inquiète, je comprends pas parce que donc j'ai fait le processus normal. J'ai fait ma demande de disponibilité, vous l'avez refusée, ok. J'ai fait ma demande de rupture conventionnelle, vous la refusez, ok. Mais là, je vous dis, moi, je veux partir, donc je fais ma demande de démission. Oui, mais ils me sortent les mêmes excuses que pour les refus précédents. Et là, je lui dis très sérieusement, je lui dis, mais ce que vous comprenez pas, madame, c'est que moi, en septembre, je ne suis pas là. Que vous acceptiez ou que vous acceptiez pas, je ne reviendrai pas. Ça a aucun sens là, la situation dans laquelle on est. Donc, autant que vous l'acceptiez. Elle n'accepte pas pour autant. Mais quoi? Mais t'es condamné ou quoi? Mais je te jure, mais les gens se rendent pas compte que quand tu signes avec le gouvernement, quand tu es fonctionnaire d'État, t'es engagé, c'est presque du niveau du militaire. C'est grave. vraiment, c'est un truc c'est- de malade. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu pour fais un tirer abandon de- de poste, etc. En fait, ils poussent les gens à faire ce genre de choses. Les Et gens après, veulent faire les choses sérieusement, honnêtement, dans les règles de l'art. On leur permet pas. Et le plot twist final de tout ça, c'est que je fais appel à la décision de ma rupture conventionnelle. Du coup, je fais un rendez-vous parce que c'est mon droit, c'est écrit sur le courrier, pour comprendre pourquoi on me la refuse. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas d'arguments Ouais. solides, etc. Et en plus, ils me disent, c'est pas nous qui décidons. Je lui dis, pourquoi je suis en rendez-vous avec vous, messieurs, dames, avec tout le respect que j'ai pour vous, si c'est pas vous qui êtes décisionnaire? Pourquoi je suis là, un mardi matin, dans vos bureaux, assis, la tête dans le huc, en train de venir essayer de défendre ma pomme auprès de gens qui n'ont pas le pouvoir de me donner ce que je viens chercher? Et là, ils sont un peu confus. Je dis, avec tout le respect que j'ai pour vous, mettons fin à cet entretien et proposez-moi un rendez-vous avec les personnes qui sont Qui sont concernés. concernés et qui peuvent prendre cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Et je vous jure, je plaque pas. Le lendemain, je reçois un accord pour ma rupture conventionnelle. Waouh. C'est pas une dinguerie. Mais- En fait, c'était tellement... je les ai tellement mis face à leur absence d'argumentation Ouais, leur contradiction. et leur finalement, en fait. contradiction. Et je leur ai tellement montré que mon projet, il était viable, il était solide, etc. Parce que quand tu fais une rupture conventionnelle, on te dit, il faut que tu nous prouves que tu as un vrai projet derrière, qui Ouais. est solide, etc. Et moi, j'avais déjà signé... Non, j'avais pas signé encore. Je suis un malade. J'avais même pas encore signé, rien du tout. Mais j'avais menti, pardon. Oh. J'avais dit que j'avais signé avec une comédie musicale. Oh. Et toi, j'ai projeté, hein. Je Exclusivité. l'ai eu quelques semaines plus tard. ouais, Exclusivité, il ment au- j'ai ouais, menti. Gouvernement. Ouh. Voilà. Il y a prescription. Tu je t'es pense. porté le bon oeil, c'est bien. Je me suis porté le bon oeil. Non, j'avais dit que j'avais signé avec une comédie musicale et c'était absolument pas fait. Mais écoute, j'ai bien fait parce que du coup, je me suis porté le bon oeil. Bah Et voilà. donc ça arrive quelques temps après quand même. Et ça arrive vraiment pas longtemps après. Je signe ma démission en juillet. Je suis en répétition avec Black Legend en septembre. Ok, donc c'est Black Legends qui arrive directement après. Ouais, c'est Qui vient te contacter ou qui. Non. Qui t'a repéré. Non, pas du tout. J'ai vas vu un avis d'audition, j'ai envoyé, j'ai postulé, j'ai passé une première session d'audition pendant que j'étais encore à l'éducation nationale et tout. Ça aussi, c'était dur. Et les gars passaient d'audition, préparation de cours, suivre les cours, aller chanter le week-end en presta. C'était affreux. Mais tu dors pas? Ah, mais j'ai passé 1 année et demie, voire 2 ans très, 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 très difficile. Hein. Ah ouais. C'était dur. Parce Mais- que, en fait, je voulais, tu sais, placer les. Comment on dit ça? Genre placer mes pions sur l'échiquier parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais Ça, partir. oui. Ouais, mais bon, mentalement, comment tu fais pour garder la motivation? Quand tu dors pas, t'as un taf à côté, c'est pas la joie. Comment tu fais pour garder une motivation? Tu mets du sens à ce que tu fais. Et quand tu mets du sens à ce que tu fais, franchement, ça va. Moi, je savais que c'était temporaire. Mm. Je savais que c'était pas viable éternellement. Et je balisais. Genre, la semaine, je faisais rien. Genre, du lundi au vendredi, j'étais prof. Ouais. Point barre, tu vois. Par contre, fallait pas me parler d'école à partir du vendredi 17h jusqu'au lundi matin 7h30. Parce que du coup, je devais capitaliser un maximum Ah oui. sur mes activités artistiques, etc. pendant cette fenêtre de tir-là du vendredi soir, samedi, dimanche, tu vois. Donc, ouais, non, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Mais ouais, du coup, pour en revenir à Black Legend, j'avais postulé une première fois. J'avais passé les auditions. Et vraiment, les gars, n'ayez pas peur d'être culottés dans la vie. Très heureusement. Allez D'accord. chercher. Faut pas avoir peur de se dire, je vais chercher ce que je pense mériter et ce pourquoi je pense être fait. Mais vraiment, je postule pour Black Legends. Black Legends, c'est un spectacle qui
des champs de coton jusqu'à l'élection de Barack Obama, et tout ça en musique. Et on montre Ok. comment la musique elle a accompagné l'émancipation de ce peuple-là. L'histoire me touche de ouf. Moi, je suis un mec qui met du sens dans tout ce qu'il fait, et surtout dans la musique, etc. Pour moi, c'est indissociable, tu vois. Donc là, j'ai l'opportunité de bosser dans un show où je vais chanter que des sons que je kiffe. Oui, c'est les classiques. C'est Des du James Nina Simone, Brown, des- Nina Simone, Aretha Franklin, Ah ouais. Michael Jackson, Évidemment. Cab Calloway, bref, plein. Ray Charles, que j'ai chanté du Bien coup sûr. sur The Voice. J'ai l'opportunité de faire que des sons que je kiffe, et en plus de défendre un message qui me tient à cœur de fou malade, et qu'on doit malheureusement encore continuer de défendre aujourd'hui en 2026. Je passe l'audition, j'arrive en phase finale, je suis pas pris, c'est ok, c'est comme ça. Sauf que le chargé de casting, il me dit, écoute, j'ai vraiment kiffé ton profil, etc. Là, ça l'a pas fait, mais je sais que je vais devoir élargir mes effectifs pour le développement du projet, etc. Est-ce que tu m'autorises à revenir vers toi? Mais j'étais en mode, évidemment, reviens vers moi, y a pas de problème, tu vois. Je continue, je fais ma vie, etc. Je vois un avis d'audition pour Black Legends qui repasse. Mon ego, à la base, il me dit, t'as déjà passé l'audition, il te connaît, il te veut, il va t'appeler. Jamais, faites jamais ça dans vos vies, les gens oublient. Ouais. Les gens oublient, et les gens, ils voient plein de gens qui sont aussi doués que vous, voire plus, d'accord? Mais si vous pensez que c'est votre place, allez la chercher. Moi, j'ai fait un message culotté. J'ai attendu le dernier jour pour envoyer les candidatures. Je me suis dit, ok, on m'a pas appelé. Je fais quoi? Je ravale ma fierté. Je reste fier en mode, vas-y, c'est pas grave, tant pis, il a pas de parole, etc. Et je passe à côté d'une potentielle opportunité. Ou est-ce que je dis, non, ça se trouve, le gars, il a juste oublié ce qu'on s'était dit, ce qu'il m'avait dit. Et peut-être que juste lui rappeler que j'existe, ça va Ouais, une peut-être... petite relance. Voilà, petite relance. Et je lui renvoie un message, coucou, j'ai vu l'avis d'audition passer, etc. Pour rappel, j'ai passé les auditions à telle période, etc. Et là, je dis, je pense sincèrement, en toute modestie, que j'ai ma place sur ce show. C'est bien, il faut se vendre. Vraiment, je pense vraiment que j'ai ma place sur ce show. Et ça va au-delà de la musique et de l'artistique. Et j'ai bien senti que tu ne cherchais pas que ça. Et je dis ça au gars. Un truc dans le genre. Ouais. Et le gars, 2 minutes après, allô Wail, mais je suis désolé, comment j'ai pu oublier, etc. machin. Attends, bouge pas, Christophe, ouais. T'as quoi comme créneau disponible, machin. Et donc du coup, là, le gars en live, sans que je renvoie de candidature formelle, me dit, mais évidemment qu'on te revoit, évidemment qu'on te reçoit, etc. machin. Et du coup, je repasse les auditions parce que faut repasser les auditions, t'es obligé. Et je me retrouve engagé sur le spectacle quelques semaines plus tard. Vous êtes combien sur ce show? On est beaucoup, hein. Je crois chanteurs, danseurs confondus, on est une bonne quinzaine. Ok. Ouais. Et après, je te parle pas de la technique qu'il y a derrière, Oui, bien qui sûr. sont incroyables, Sûr, des ouais. costumes, de tout ça. Mais on les oublie trop souvent. C'est vrai. C'est vrai. Et comment ça se passe du coup ensuite? Donc tu rentres dans le projet. Je me chie dessus. Là, t'as C'est plus de élégant, difficultés, plus Littéralement. d'appréhension là-dessus, vu que c'est aussi, tu dois apprendre plus des textes aussi, quelque chose. En fait, Comment ça se passe? le spectacle musical suppose, au minimum, la conjugaison de 2 pratiques. Dans la comédie musicale, les artistes sont censés être comédiens, chanteurs, danseurs. Voilà. Chacun a évidemment sa dominante, parce qu'en France, on n'a pas cette culture du musical qui fait que on est, comme disent les Américains, des triple threats, des triples menaces, genre qui sont. Ok. C'est un mot, c'est une formule qu'on utilise pour dire dans les 3, les gens c'est des bêtes. Et si tu penses un petit peu vite fait aux stars américaines que tu peux connaître, tu vas en trouver plein qui à la fois déchirent en danse, à la fois déchirent en chant C'est et vrai. à la fois déchirent en acting. Et on n'a pas cette culture-là en France, et c'est normal, ça fait pas partie de notre. On a d'autres cultures où on excelle et où on explose les gens outre-Atlantique, mais pas là-dedans. Donc en France, on a quand même tous un petit peu une dominante en vrai, tu vois. Moi, ma dominante, ça reste le chant, de ouf, un peu l'acting, et la danse, mais pas du tout. Mais la danse, je suis à la ramasse, et du coup, c'était ce qui me stressait de fou malade, moi. J'étais vraiment pas bien. Bah oui. Donc j'arrive sur Black Legends, je fais l'audition de chant, et là, le chorégraphe prend la parole. T'es mort de rire. Tu sais ce que tu vas dire. Le chorégraphe prend la parole et il dit, je pose le décor, hein. Tout le monde danse dans Black Legends. Et là, je fais,
d'accord. Il dit, il y a personne qui ne danse pas sur Black Legends. Je dis, d'accord. Mais sur l'audition, il y avait écrit chanteur. Il n'y avait pas écrit chanteur, danseur. Il y avait écrit que chanteur. Parce que la vérité, c'est que s'il y avait écrit chanteur, danseur, je n'aurais pas à postuler. Donc c'est peut-être une bonne chose, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, du coup, ils font l'audition de danse. Et ils font l'audition de danse sur un tableau qu'il y avait sur la première saison du spectacle, parce que le spectacle évolue régulièrement. C'est pour D'accord. ça qu'il faut ne pas hésiter à venir le voir, même si on l'a déjà vu une fois. Il fait l'audition sur un tableau où c'était un tableau un peu sosie, Michael Jackson, sur la première saison. Et c'était sur... Smooth Criminal. Et moi, déjà, j'entends ça, je dis, ok, la musique archi stylée, j'ai vu le spectacle. Donc, je savais ce qu'il allait demander, le Tu chorégraphe. vois à peu près la Corée, quoi. Ok. Tu sais à quoi Et t'attendre. là, je vous jure que je fais une dissociation de corps. Genre, vraiment, genre, je fais un double, je fais un clone, tu vois, multiclonage, Naruto, tu connais. Je fais un clone invisible qui me regarde en audition et qui me regarde plein de compassion et qui fait mec, tu sais très bien que tu vas t'humilier, mais c'est ok, donne le meilleur de toi, juste montre que tu lâches pas et que tu fais le mieux que tu peux, et puis après bah ils décideront. Mais je l'ai dit maintes et maintes fois que j'étais pas danseur, hein. Je l'ai dit depuis la première audition que j'ai Évidemment, ratée. oui, oui, bien Ils le sûr. savent que je suis pas danseur. Et il arrive, et du coup, l'assistant chorégraphe, il arrive, ok, 5, 6, 7, 8, et il te fait des steps de bâtard, pardon, qui vont hyper vite. Et moi, je suis à la ramasse. Grâce à Dieu, il y avait un autre chanteur qui était avec moi, qui était pas forcément beaucoup plus avancé que moi. Il était quand même meilleur, hein, cet enfoiré. C'est moi qui l'ai pris. Et il y avait 2 danseurs. Et ils ont fait auditionner 2 danseurs et 2 chanteurs sur la même choré. Les 2 danseurs, ils ont slay ça comme pas possible. J'étais en mode, les bâtards, Bah putain, oui. j'aimerais tellement savoir faire ça. Ouais. Et à un moment donné, je me retourne vers le jury et je les regarde, mais avec un air de compassion de, faites quelque chose là, vous pouvez pas nous laisser dans cette galère-là. Et l'assistant chorégraphe croise mon regard et moi je suis là, j'essaie de suivre vraiment, je mets toute ma bonne volonté, hein, vraiment, mais je suis à la ramasse. Genre eux ils en sont au 7, j'en suis encore au 2, tu vois. Je suis encore en train de faire le 2e step, qu'ils ont déjà fini une mesure complète de step. C'était hilarant. Et là il vient nous voir, moi et l'autre chanteur, et il fait, les gars, je vais finir Smooth Criminal avec les danseurs. Et puis je reviens avec une autre choré pour vous dans 5 minutes. Et là je fais ah bah quand même, genre vraiment premier degré. Je suis en audition, je fais ah bah quand même, merci. Et du coup je vais me poser et il est revenu avec une choré beaucoup plus accessible qui du coup est cohérente avec ce qu'on nous demande à nous les chanteurs sur Black Legends, parce qu'on Ok. nous demande évidemment pas la même chose. Oui, bah, tu Et peux heureusement. pas. Est-ce que c'est dur ça justement à gérer sur une comédie? Je me suis toujours demandé, est-ce que le souffle doit être hyper dur à Ouais, gérer? c'est ça. Déjà que tu dois gérer ta danse, ton physique, plus ta voix, il faut un souffle complètement différent. C'est complètement différent de chanter dans un contexte de spectacle musical où déjà tu incarnes un personnage. Donc un personnage, il a son histoire, il a son âge, il a son époque, il a sa démarche, il a son phrasé, il a son style, etc., etc., etc. Déjà, t'incarnes un personnage. En plus d'incarner un personnage, des fois, t'incarnes un personnage qui danse, qui bouge et Ouais. qui parle. Et des fois, il alterne tout ça sur 30 secondes. Il va parler, chanter, danser dans ces 30 secondes-là. Et il va faire que des allers-retours entre tout ça. Donc, en effet, il faut une vraie gestion de ton énergie de manière générale et notamment, du coup, du souffle pour pouvoir assurer tout ça parce que tu le fais en plus plusieurs fois par semaine, tu vois. Ça dure combien de temps les répètes du coup avant de faire le show final, enfin qui sera fait Non, devant tout C'est le quoi monde. ton rythme? Ouais, en gros, je demanderais Ouais. plutôt dans une semaine, dans un mois, comment ça se passe avant une représentation? C'est quoi ton rythme sur Black Legends? Sur Black Legends, on a souvent 15 jours de répétition pour remonter le spectacle avant de lancer Ok. les représentations. D'accord ? On a souvent 2 semaines où on est tous ensemble dans une grosse salle de répète et puis t'as différents ateliers. T'as des ateliers harmonie vocale, t'as des ateliers chant, t'as des ateliers de danse, t'as des ateliers acting. On fait des workshops, on appelle ça, où du coup il y a des... il y a des accents qui sont donnés sur des trucs. À un moment donné, on va faire... j'ai oublié le nom. Bref, on va faire des répétitions, des filages, voilà. On va faire des filages arrêtés, c'est-à-dire qu'on va dérouler le spectacle comme si on le jouait pour de vrai, tu vois. Ça, c'est la dernière étape des répétitions. Sinon, tout se fait de manière isolée, en vrai. On fait ça pendant les 2 semaines. Sur les 2 derniers jours, on fait les filages. Une fois que c'est bon, on fait ce qu'on appelle une couturière.
c'est-à-dire une répétition avec les costumes, parce qu'il faut considérer qu'on change de costume et que des fois on a 30 secondes pour passer de la période disco à la période des années 90, tu vois. Et du coup, t'as des gens monstrueux derrière, les costumiers, les habilleurs, les techniciens, qui sont là, ils sont à 3 sur toi t'es là comme un pauvre épouvantail à attendre qu'on te déshabille, qu'on te machin, qu'on te retire la perruque et qu'on t'en mette une autre, etc. Pour remonter sur scène comme si de rien n'était pour le public, tu vois. Genre, t'as fait un quick change de 30 secondes en coulisses, alors qu'en fait, il y avait juste 3 personnes avec toi, sinon ça aurait été impossible. C'est génial. Donc, du coup, c'est ça, les répétitions. Et après, les représentations, elles se déroulent... En gros, admettons que si on joue à 21h, par exemple, on arrive au théâtre, on est attendu au théâtre vers 17h, 18h, grosso modo. Si besoin, on a ce qu'on appelle des raccords. Des raccords, c'est genre des micro-répétitions. C'est de se dire, ok les gars, là par exemple, ça fait 2 mois qu'on joue, ça se dégrade, entre guillemets, un peu à force de faire la même chose tous les soirs. Donc, pour préserver la qualité du spectacle, on fait des raccords très, très, très réguliers, vraiment, où on reprend des petits bouts, on fait des mini-répétitions avant les représentations. Et après, le rythme sur une semaine, ça peut être en grosse période, sur les périodes de fête, par exemple, on peut jouer du mardi au dimanche avec 2 représentations le mercredi et 2 représentations le samedi. Donc, ça fait presque 8 shows semaine, quoi. Et on a le lundi pour souffler. Ça, c'est les grosses périodes. Sinon, de manière générale, on joue si je dis pas de bêtises, du mercredi au dimanche, je crois. Ouais, on a 5 mercredi, jeudi, vendredi. Non, samedi, on en a toujours 2. On a toujours 2 shows le samedi. On fait un show qu'on appelle le matinal en après-midi et un show le soir. Ah oui. Grosse journée. Ah, c'est une sacrée Ouais. journée. Est-ce que tu t'attendais à ce rythme-là, justement, dans les comédies musicales ou pas du tout? Pas du tout, figure-toi. Vraiment pas une seule seconde, vraiment. J'ai été genre ça m'a mis une grosse claque, hein. Je me suis dit mec, ta condition physique faut la revoir. Mais au final, stimulant quand même. Mais de fou. Sinon j'y retournerais pas. Bien Tu sûr. vois, sinon j'y retournerais pas. Et t'y prends goût, et puis t'as envie de le faire, et plus souvent, et puis t'as envie de multiplier les projets, et de faire ça avec d'autres personnages, et d'autres casquettes, etc. Non, Évidemment. franchement, c'est kiffant de fou. C'est kiffant de Et fou, mais c'est crevant. Ton niveau en danse aujourd'hui, du coup, c'est comment? Oh bah écoute, il est meilleur, mais il est pas fou Meilleur. non plus. Mais il est meilleur. C'est cool. Donc là, tu te sentirais prêt à... Enfin, peut-être pas chorégraphier, toi, créer une choré, mais toi, par exemple, si là, tu commences à te lancer dans tes compos, tes trucs comme ça, Ouais. sortir des choses, commencer à déjà imaginer un petit peu, peut-être, t'as de la mise en scène. La mise en scène, ouais, carrément. Est-ce que ça te donne des idées de voir ça aussi? Est-ce que toi, ça t'inspire? Enfin, je pense que oui, mais... C'est carrément inspirant. Ça donne envie. En fait, ça nourrit le créatif que je suis, tu vois. Ça nourrit de ouf le créatif que je suis. Et ouais, rien que pour mes projets perso, l'expérience du spectacle musical de manière générale, elle me permet d'avoir des visions assez précises de ce que j'ai envie de produire visuellement quand je produirai du coup des choses visuellement sur mes chansons. Complètement. Ça vient nourrir de ouf. Et même dans la création de spectacles, j'ai déjà entamé 2 écritures de spectacles musicaux. Ok. Et puis bah on en parlera quand le moment sera quand venu. le moment sera venu. Mais ouais, ça c'est venu aussi créer cette envie-là et nourrir ce truc-là, quoi. De raconter des histoires en mouvement, en danse, en chant, en jeu. C'est une manière différente de juste, entre guillemets, sans hiérarchiser les choses, hein, sans dire que faire du spectacle musical, c'est mieux que de composer, ou inversement. Parce que dans tous les cas, tu composes. En plus, dans le spectacle musical, tu écris des chansons pour le spectacle. Mais c'est vrai que c'est une autre manière de raconter des histoires. Et moi, j'adore raconter des histoires en musique. Ouais. Faire parler des personnages, c'est autre chose. Bien sûr, ouais, c'est complètement différent. Après, tout ça peut rester complémentaire, et toi, ça te permet aussi de peut-être te rendre plus complet dans tes idées, Est-ce que derrière, toi, tu te vois plus loin que ça, grâce à ça? Parce que je sais qu'au début, tu disais que tu n'étais pas danseur. Tu as de l'appréhension. Maintenant, est-ce que tu te dis, ok, je peux envisager d'apprendre plus dans la danse, d'apprendre plus dans le chant? Est-ce que ça t'ouvre des nouvelles voies? Tu vois ce que je veux dire? La danse, ça fait pas partie des choses dans lesquelles j'ai envie de me développer parce que Pas envie. vraiment,
pas envie, et il y a une réalité qui est, il y a des gens qui ont des prédispositions dans des choses et d'autres pas. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas de prédisposition pour la danse. Du tout, ok. Je danse par obligation, parce qu'il faut, D'accord. sur les contrats pour lesquels on m'engage. J'adore le faire quand je le fais, c'est très surprenant, je me surprends à aimer ça, vraiment. Mais je suis pas le mec qui va se dire, vas-y, maintenant, il faut que j'investisse sur moi, c'est ma nouvelle passion, Ouais, je vais prendre oui, des cours. Pas du tout. Alors c'est que ce que je le disais. chant de fou, le chant, je pense que j'arrêterai jamais d'apprendre, d'essayer de découvrir et de développer. Et l'acting, carrément. Ok. L'acting, ouais. L'acting, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment envie. Et c'est vraiment, voilà, une des voies dans lesquelles je me vois bien développer mes qualités artistiques, dirons-nous. Donc ensuite, tu continues dans la comédie musicale un petit peu. Tu as une expérience à Disneyland Paris. Ouais. Comment ça se passe, Disneyland Paris? Ça fait peur quand on entend Disneyland Paris, je pense, mais c'est quelque chose de encore plus gros, encore plus grand. Ça devient Ouais, international, limite. C'est très fat, hein, Disney. Disney, c'est très fat. Disney, c'est une institution, c'est un truc de ouf. Pour le coup, là, j'ai rien demandé. J'ai vraiment rien demandé, ça m'est tombé dessus. Si, je sais comment, mais je trouve ça fou que ça arrive. Et en plus, c'est drôle parce qu'il y a un point commun entre Disney et The Voice, qui est très drôle. D'accord. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais déjà auditionné par moi-même pour The Voice par le passé. Et j'avais eu affaire à l'époque, une assistante de casting qui s'appelle toujours d'ailleurs Margot. Et Margot, visiblement, elle a retenu mon existence parce que des années plus tard, elle travaille pour Disneyland Paris et il y a un nouveau projet, Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, spectacle musical qui se veut moderne, qui se veut un peu pop, qui se veut casser les codes du spectacle musical un peu plus traditionnel que fait Disney depuis. Et ils cherchent du coup des chanteurs qui viennent pas forcément d'un cursus comédie musicale, mais qui viennent plus d'un univers pop, international, etc. Et ils cherchaient des profils, grosso modo, vocaux à la Justin Timberlake. C'était la DA, Ok. tu vois. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je reçois un appel de Margot qui me dit coucou Wail, etc. Il y a un nouveau projet dont je peux pas te parler parce que c'est hyper secret avant que ça sorte Disney. Ils peuvent rien te dire. Donc même toi, des fois, moi j'auditionnais pour un truc, je ne savais pas pourquoi j'auditionnais. Ah ouais. Je ne savais pas. Je déduisais par rapport aux paroles de la chanson, etc. l'univers, mais ils sont hyper stricts par rapport à ça. Ils sont archi carrés. Ils sont vraiment c'est une institution vraiment. Et donc elle m'appelle pour auditionner pour ça. Et j'y vais sans trop grande conviction, hein, très honnêtement, parce qu'on me demande en plus de faire un monologue. Et je vois que le monologue, il est censé être un petit peu... le personnage, du coup, qui était le chapelier, il est déluré. Complètement déluré, le chapelier. Et moi, c'était difficile pour moi de déconstruire ce truc de... J'ai été prof pendant 7 ans, les gars. Hein. Je devais être genre la figure d'autorité hyper stricte, etc., devant des gamins 7 heures par jour. Et là, on me demande d'avoir l'air complètement farfelu. J'étais en mode, ça va être... c'est pas la DA, mais j'ai envie de jouer l'exercice. Et du coup, je tente le truc, je fais l'audition, et je me souviens encore, syndrome de l'imposteur de ouf, pendant l'audition, le jury rit pendant mon monologue. Et pendant les mois d'attente de la réponse, je me suis posé la question de est-ce qu'on s'est foutu de ma gueule ou est-ce qu'on m'a trouvé drôle. Mais vraiment, genre ça m'a hanté pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où on m'appelle et on me dit du coup t'as le rôle. Et j'étais en mode mais ils sont pas foutus de ma gueule en fait. Ah, c'est si long à attendre. Ouais, des fois c'est très long. Hein. Ah, ok. Il y a des auditions que j'ai passées il y a 2 ans, j'ai toujours pas eu de réponse. Hein. Ah ouais. Et il y aura pas de réponse parce que les gens ont pas de respect. C'est la guerre, quoi. Ça dépend des Oui. prods. Hein. La Je pense. majorité des prods avec lesquels j'ai travaillé sont très carrées, très sérieuses, très D'accord. respectueuses de leurs artistes et tout. Heureusement. Parce que franchement, je pense que je suis d'un tempérament qui fait que je reste pas, moi, je pars. Hein. Si j'ai pas le sentiment d'être respecté, j'en ai rien à faire de savoir que tu me nourris, que tu me je ne sais quoi, que je pars. Il y a rien qui passe avant mon amour propre. Si j'ai l'impression que tu me respectes pas pour une raison X ou Y, déjà on va parler. Et puis on va faire en sorte que ça se règle, que ça se corrige, et c'est cool si ça marche. Et si ça marche pas et que tu montes pas de volonté à vouloir me respecter, j'ai aucun intérêt à continuer à servir ton projet, moi je pars. C'est sûr, oui. J'ai une dernière question un peu plus philosophique pour conclure. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens libre après toute cette expérience, après tous ces projets, toutes ces décisions aussi? Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Ouais, carrément. Je me sens assez libre psychologiquement parce que j'ai pas peur. Et je pense que c'était ça qui était là par le passé. C'était cette peur de l'inconnu, cette peur de l'avenir, cette peur du risque.
toujours cette crainte de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si j'abandonne ça? Et en fait, j'ai la conviction que quand tu veux faire de la place à quelque chose dans ta vie, ben, il faut libérer de l'espace. Il faut libérer de l'espace. Si tu te délestes pas de choses qui t'encombrent, de choses qui prennent trop de place dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton temps, tu peux pas il y a plein. En fait, je suis convaincu, j'ai une image, moi, genre on a un filet au-dessus de la tête qui est plein de cadeaux, qui est plein de trucs grave cool, qui attendent juste de qu'on tire sur la corde pour pleuvoir sur nous, tu vois. Ouais. Et nous, on se saisit jamais de cette corde pour tirer dessus, pour que ça nous tombe dessus et qu'on soit enseveli par toutes ces choses qu'on attend, en fait, et qui nous peut en donner. Mais on fait pas d'espace. On fait pas d'espace parce qu'on a peur de pas retrouver mieux. Et c'est ce qui fait que les gens, des fois, se complaisent dans leur quotidien. Tu vois? Dans leur quotidien, dans leur confort. Pas forcément confort, hein. Des fois, non, oui, pas confort. Des fois, c'est dans des fois, l'inconfort, les gens l'ont tellement vécu, et je juge personne, hein. Des fois, t'as tellement vécu dans l'inconfort que c'est ta zone de confort, Ouais, finalement. Et que du coup, bah, c'est la facilité, quoi, en fait. Ouais, c'est ton habitude, et tu te dis, il y a pire ailleurs, il y a toujours pire ailleurs, et du coup, ce prisme de je risque d'avoir pire fait que les gens bougent pas. Alors qu'il y a autant de chances d'avoir mieux, voire plus parfois. Ouais. C'est vrai. Merci Wael. Avec plaisir, merci à vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on peut te suivre sur les réseaux sociaux? On peut me suivre sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, pour les plus vieux. Mais vous me retrouvez du coup sur le @Wael officiel. Okay. Et puis plein d'actions en 2026 qui arrivent, plein de vraies belles choses. Où est-ce qu'on te retrouve du coup en 2026? Tu peux pas encore en parler? En 2026, on me retrouve... Si, avec Black Legends, c'est officiel. Donc on me retrouve sur la tournée des Zéniths. On me retrouvera peut-être ailleurs, avec des gens avec qui vous m'avez peut-être vu à la télé. Mais ça, je dis pas tout de suite. On verra plus tard, peut-être. Je croise les doigts. Et puis voilà. Black Legends, donc dans toute la France, on peut te retrouver? Dans toute la France, on va en Suisse aussi, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez retrouver toutes les dates sur l'Insta du spectacle. Très Voilà. bien. Eh bien, on essaiera d'être là avec Gabriel. Ah ouais, grave. Eh ben avec plaisir. Si possible. Eh ben si on peut se caler une date, Ah vraiment. faisons ça. Ça a l'air d'être... Oh là. Eh ben, ça tombe bien, c'est fini. Ça a l'air de Tu stylé. arrête les efforts d'élocution, c'est pas grave. Non, mais on essaiera d'être là et on vous invite aussi, tous ceux qui écoutent cette émission, à venir, à regarder. Bon, je dirais auprès de chez vous, mais je pense que c'est dans le coin, du coup, c'est une émission plutôt locale. Mais voilà. Merci beaucoup, Wael. Merci d'être passé. Avec plaisir, merci à vous. Et merci pour ton temps. Merci Gabi. Robin. Oh là là, on est... Chips. Ah non. Relou la fin d'émission. On finit sur Chips. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté. Bonne soirée. Bonne soirée. Tous les lundis de 20h à 21h sur Happiness, c'est point.